Patrice? Très brièvement, moi je rejoins complètement la conclusion du rapport de Monsieur Nicot. Tout a été dit au plan méthodologique. Donc là encore, on ne va pas insister sur la qualité insuffisante des essais, le critère de jugement qui malheureusement n'est pas cliniquement pertinent, le suivi bref, 30% d'arrêt de traitement, les remplacements des données manquantes qui surestiment l'effet du traitement, et puis l'hétérogénéité, la disparité des patients intra-essais, et puis l'hétérogénéité des quantités d'effets entre les essais. Donc pour moi, le bénéfice en termes cliniques n'est pas établi et malheureusement, il n'en va pas de même du risque. Merci Patrice Denis. Emmanuel Auger, si. Oui, là, moi j'ai plus regardé finalement le risque. Et à la lecture du rapport Pentag, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu qu'il n'aille pas dans une méta-analyse ou une évaluation globale de la fréquence ou éventuellement de la relation, puisqu'il y avait quand même des essais contre placebo, de certains événements indésirables qu'on peut penser liés aux médicaments du fait des propriétés pharmacologiques. Donc j'étais un petit peu déçu de cette opportunité, mais peut-être que les données n'étaient pas là dans les données qu'ils ont analysées. Merci infiniment. Bon, mesdames, messieurs, nos experts présents sont là. Ils acceptent de... en venant parmi nous, ils acceptaient de répondre à vos questions qui, j'espère, vont aller au fond des choses. Qui souhaite ouvrir le feu? Des questions? François Trémolière. Moi, je remarque une chose qui, me semble-t-il, est l'élément essentiel de la discussion qu'on va avoir et qui était assez bien présentée par ce que vous avez présenté, Monsieur Lecoq. C'est-à-dire que, en prenant, moi, comme date précédente 2004, qui était la précédente évaluation du NICE en anglais, avant les, enfin, ils avaient fait des réévaluations récentes, mais avant celle de 2011 maintenant. Finalement, les questions sur lesquelles vous avez apporté, je pense, votre expérience de terrain en disant que vous obteniez, sinon pas une preuve, mais enfin une présomption d'efficacité dans le domaine d'une stabilisation, de troubles du comportement, de gains en durée de soins, de réduction de la quantité de psychotropes. Ce sont, moi, en regardant ce dossier dans lequel on a l'impression que les essais cliniques depuis 7 ans n'ont pas fait avancer le schmilblick d'un seul pas, et bien qu'aujourd'hui, ces essais qu'on aurait déjà pu programmer, si tant est qu'ils soient faisables, il y a 8 ans quasiment, n'ont absolument pas été faits et qu'on n'a rien de neuf aujourd'hui. Merci. Souhaitez-vous... Non, je suis tout à fait d'accord avec cette vue des choses. Elisabeth Autrey, le cas. Moi, je voudrais discuter, mais après, sans doute, sur l'évitabilité des effets indésirables. Parce que finalement, on a l'impression qu'on pourrait peut-être améliorer la façon de faire. Les médicaments, ils sont ce qu'ils sont, ils marchent très peu, ils ont des effets indésirables. Si on les garde, ce qui va probablement se discuter, je ne sais pas, enfin moi c'est ce que je pense, qu'on pourrait ne pas les prendre, est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Autrement dit, moi j'ai 2 questions. Il y a une chose dont je suis convaincue d'après les données, c'est qu'il ne faut pas associer les médicaments. Ça, c'est la première chose. Alors que ça se fait. La seconde chose, c'est que est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut réellement évaluer l'échec ou le succès de ces médicaments? Parce que vous avez tous argumenté sur il y a des répondeurs, ce qu'on peut tout à fait imaginer. Ces répondeurs, oui ou non, sont-ils identifiables? Et si oui, comment? Et de même, les non-répondeurs, au bout de combien de temps et comment dit-on qu'on n'est pas répondeur? Parce que si on ne peut pas répondre à ces questions, alors vraiment, je ne vois pas comment on peut placer ces produits. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, c'est pensez-vous que dans la réalité, parce que l'étude PEMA, moi je la connais bien, puisque notre centre a participé à l'étude, c'est vraiment, il n'y a pas de problème de sous-notification, hein, c'est une étude transversale un jour donné, donc on montre quand même qu'il y a des effets indésirables de ces produits indiscutables, hein, et que surtout ils sont évitables quasiment une fois sur, mettons 4 fois sur 10. Donc ça c'est catastrophique, ça devrait être, ça devrait pas exister. Donc pourquoi est-ce qu'on en est là? Comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Si on ne peut pas, parce que ça fait quand même un moment que ça dure, Vous êtes interrogés tous les 3. Bon, personnellement, en ce qui concerne les troubles
cardiovasculaires. Alors, effectivement, ils existent. Hein. Tous les anticholestérasiques sont toxiques pour les voies de conduction, on le sait, à tel point qu'on peut les prévenir en demandant systématiquement, c'est ce que nous conseillons, de faire une visite chez le cardiologue avant la prescription de ces molécules. Nous, sur Histoire, c'est ce que nous faisons. Et a priori, nous n'avons pas d'argument majeur, de comorbidité importante après la prescription, suivant ces précautions. Ensuite, les troubles digestifs, on peut effectivement, il y a parfois des molécules qui donnent plus ou moins de troubles digestifs qui peuvent être reliés par un autre choix. C'est-à-dire qu'on peut changer de molécules. Quelquefois, on les voit disparaître, quelquefois, on les voit s'aggraver. C'est vrai que la forme transdermique de la rivastigmine a un petit peu amélioré les choses sur le plan de la tolérance digestive. Et on y a recours très souvent, d'une part, parce que la forme galénique est appréciable chez les personnes âgées. On n'a pas toujours la régularité de prise de ces médicaments, on le sait bien, notamment dans les institutions. Il y en a qui volent dans les lavabos ou dans les poubelles. Donc la forme patch est effectivement très intéressante. Elle a aussi le mérite d'apporter peut-être un petit peu moins de troubles digestifs. Et ensuite, il y a la mémantine qui, elle, a un problème d'insuffisance rénale dont on ne connaît pas trop. Il y a un manque d'études là-dessus. Moi, je prends la règle qu'un Cockcroft en dessous de 30 ou égal à 30, je divise la dose par 2. Bon, a priori, ça se passe bien, mais je ne dis pas que j'ai raison. Et notoirement, il y a un manque d'études sur cette toxicité rénale en ce qui concerne la mémantine, incontestablement. Monsieur de Blois, vous souhaitez répondre, et puis Monsieur Mintz. Voilà. Je pense qu'en effet, le problème est vraiment là, d'identifier les répondeurs et d'identifier ceux qui vont avoir des effets indésirables. Donc, les études n'ont malheureusement pas été faites, alors que ça fait 10 ans que je pense que tout le monde les demande. Donc, on en est réduit à utiliser des arguments théoriques. Donc, je pense que faire un électrocardiogramme, pour prendre un exemple, et regarder s'il y a un bloc de conduction avant de mettre en route un anticholestérasique me paraît la moindre des choses. C'est à peine suggéré dans les RCP actuellement. Je pense qu'il pourrait y avoir des améliorations de ce côté-là. Et évidemment, ensuite, une surveillance. Moi, je me dis qu'on pourrait quand même au moins prendre le pouls de façon régulière, plusieurs fois par semaine, après les premières prises. Voilà, par exemple, pour les effets cardiaques. Donc je pense qu'on peut trouver des choses. D'autre part, il y a le problème des interactions médicamenteuses, et là, c'est aussi assez éminemment prévisible. Il faut simplement regarder quel médicament c'est, s'il y a un risque d'interaction ou s'il n'y en a pas. Les données sont disponibles, peut-être qu'elles ne sont pas assez diffusées. C'est écrit en tout petit dans le dos rose. C'est à peine dit souvent dans le Vidal. Donc peut-être que les choses pourraient être dites de façon plus claire et plus précise pour prédire les effets indésirables. Merci, Monsieur Mintz. Oui, il y a une chose qui n'est pas précisée dans tout ce qui a été dit, c'est au bout de combien de temps les effets indésirables surviennent par rapport à l'initiation du traitement. Ça, c'est précisé dans les études. J'ai trouvé une étude qui différencie les effets à court terme, enfin disons pendant les 3 premiers mois et les effets à 6 mois. Je trouve qu'il pourrait y avoir des études beaucoup plus précises que ça, parce qu'il y a des effets indésirables qui apparaissent dans la première semaine, et c'est sans doute pas à la même vitesse d'apparition selon les produits. Évidemment qu'il y a des produits qui sont actifs plus vite que d'autres. Donc je pense que tout ça devrait être l'objet d'études. Donc je pense que la commission va être un petit peu gênée pour prendre une décision, parce que les études que tout le monde attend ne sont toujours pas là. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Autre chose, moi je pense que le bénéfice attendu n'est pas tel qu'il faille maintenir un traitement si on ne peut pas gérer correctement des effets indésirables par des mesures simples, ou si les effets indésirables ne permettent pas d'arriver à des posologies efficaces. Et quand il y a des comorbidités ou des associations médicamenteuses qui peuvent poser problème, on ne prescrit pas. Or là, les recommandations, enfin il n'y a pas de recommandations. Moi je trouve que l'analyse qui a été faite des données sur 2007, elle est remarquable, mais les conclusions, ça va pas du tout avec l'analyse qui a été faite. Les conclusions, c'est on rembourse tout. Et on ne se préoccupe pas de savoir comment.
Alors d'autre part, pour limiter aussi, il y a une manière aussi de limiter certains effets indésirables, c'est de limiter la durée de prescription du traitement. Si vous limitez la durée de prescription du traitement, vous évitez des effets indésirables qui se viennent secondairement, soit par effet cumulatif ou mésusage du médicament. Vous limitez aussi déjà ça. Autrement dit, vous êtes très proche de la position canadienne des 6 mois. Absolument. Il faut encadrer ces prescriptions. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut un suivi régulier, quoi. Je trouve ça aberrant que les laboratoires considèrent que depuis qu'on donne des médicaments, il y a moins de consultations. Mais c'est l'inverse qui devrait se faire. Merci infiniment. Monsieur Denis Duboc. Oui, je voulais vous poser une question. Donc, moi, je suis cardiologue, mais bon, les effets secondaires cardiologiques, finalement, sont un peu préoccupants, mais si on a des produits actifs, ça nous arrive très régulièrement de prescrire ou d'aider à la prescription de ces produits actifs à forte ou faible toxicité cardiaque, si on a derrière une impression d'efficacité pour le spécialiste qui les utilise. Donc ces effets cardiologiques, moi je les trouve tout à fait relatifs, ils sont importants si on ne s'en préoccupe pas, mais si vous avez un bénéfice à utiliser le traitement, les cardiologues sont là pour vous aider, pour vous dire si véritablement il y a un gros risque. Moi je voudrais surtout revenir pour comprendre mieux sur l'efficacité de ces produits. Moi j'ai bien compris que c'était quelque part le procès de l'indigence des essais, des études qui n'ont pas été bien faites et qui répondent pas clairement aux questions que vous avez pu observer dans votre pratique quotidienne, et que on a envie de pénaliser un petit peu ces produits et plus précisément les industriels qui les fabriquent, parce qu'ils auraient dû refaire des études depuis longtemps pour répondre aux observations que vous avez pu constater. Alors moi, ma question, c'est est-ce que vous avez l'impression que si ces produits disparaissaient, plus que les firmes, est-ce qu'il y aurait aussi une pénalisation des patients et surtout des aidants de façon significative, notamment sur ce que vous appelez les répondeurs, ou est-ce que finalement, dans votre pratique quotidienne, ça ne vous manquerait pas plus que ça? Je crois qu'il faut que vous répondiez tous les trois, si vous le voulez bien. Je pense personnellement qu'il y aurait un manque si ces médicaments n'étaient plus disponibles. Pas tellement sur le plan cognitif, parce que si on prend la difficulté qu'a l'entourage de s'occuper de leurs parents atteints de cette maladie, les troubles cognitifs sont un petit peu secondaires. Bon, perte de mémoire, un petit peu plus triste quelquefois, ça semble être quand même supportable pour eux. Ce qui, naturellement, est une catastrophe pour eux et est très épuisant, ce sont les troubles du comportement. Incontestablement, ces troubles du comportement sont extrêmement fréquents dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, et j'ai cette impression que si ces médicaments n'existaient plus, nous serions un petit peu bien en peine, parce que comment gérer ces troubles du comportement tant à domicile qu'en institution? C'est vrai qu'en institution, on n'a pas... J'entendais, vous disiez tout à l'heure que c'était principalement pour les autres et pas pour le patient. C'est pas tout à fait vrai. Quelqu'un qui est agressif n'est pas bien non plus. Il le ressent très mal. Ça génère de l'angoisse, ça génère de l'anxiété. Je crois que la maîtrise de son agressivité joue quand même un rôle positif pour son propre cas. Alors, moi, je crois que c'est plutôt dans ce domaine, parce que c'est vrai que l'apport sur les troubles cognitifs est modeste, tout le monde en est bien d'accord. On n'empêche rien. Gagner une année, certes, peut-être, c'est à prendre en considération, mais on n'empêche pas du tout l'évolution de la maladie d'Alzheimer vers sa gravité. Et tout le monde en est conscient, et ce ne sont pas ces 4 molécules qui en sont capables. Par contre, l'apport sur les troubles du comportement me paraît peut-être plus intéressante à considérer et peut-être plus utile autant pour le patient que pour l'entourage. Merci. J'en demande pardon aux 2 autres experts d'intervenir alors qu'on va leur demander leur réponse à la question du professeur Duboc. Je voudrais simplement, pour enrichir le débat, m'étonner que ces troubles du comportement ne soient jamais sortis, si j'ose dire, dans les essais, dans les études.
on se trouve devant une situation qui paraît quand même assez paradoxale. Voilà que la seule chose qui est démontrée, c'est une amélioration très légère et provisoire sur les troubles cognitifs, ce dont vous ne semblez pas, n'y voyez pas malice, hein, vous préoccupez beaucoup et que vous vous préoccupez beaucoup, et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre et qu'on a besoin de votre expérience. Vous vous préoccupez des troubles du comportement pour lesquels il n'y a vraiment rien démontré. Et cela perturbe cette commission qui est une commission d'évaluation. Alors voilà, c'est pour ça que je me permets d'insister, mais je ne voudrais pas interrompre, il va falloir que vous exprimiez tous les trois, si vous voulez bien. La question était, seriez-vous fort embarrassé? Les patients seraient-ils fort embarrassés? Les aidants, si ces produits n'étaient plus admis au remboursement, hein, c'est la bonne question. Je crois que cette commission se pose aujourd'hui dans le cadre de la réévaluation. Donc je vais répondre. Je pense qu'il serait dommage que ces médicaments ne soient plus remboursés parce que il y a quand même un faisceau de preuves tout à fait minime, mais quand même convergent pour montrer qu'il y a une certaine efficacité. C'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, tous les utilisateurs de ces produits ont quand même vu des patients chez lesquels il y a eu véritablement une amélioration. Les médecins le disent, les soignants le disent, les familles le disent. Mais on en voit aussi beaucoup qui disent qu'il n'y a aucune amélioration. À ce moment-là, je n'ai, moi, aucun scrupule à les arrêter. Mais il y a franchement des cas où ça marche. Donc, pourquoi ne pas en faire profiter ces patients? Le problème est qu'il y a des effets indésirables. Donc, gérons les effets indésirables et gérons-les, par exemple, pour les effets cardiovasculaires, avec l'aide des cardiologues. Et à ce moment-là, la chose me paraît simple. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est les utiliser de façon peut-être aussi systématique que ça a été fait il y a une dizaine d'années, où c'était un petit peu obligatoire, et on voyait même toute personne vaguement confuse, sans avoir de diagnostic véritablement d'Alzheimer, mettre un traitement et revenir une semaine plus tard, après une syncope et une fracture du col. C'est ça qui est évidemment dommage. Hein. Mais de là à ce que les médicaments n'existent plus, enfin ne soient plus remboursés, donc ne soient plus utilisés, moi je trouve ça quand même dommage. J'ai une petite suggestion à faire pour les troubles du comportement. Je crois que le problème est qu'il faut faire des analyses, là pas en sous-groupe de patients, enfin aussi, mais aussi en sous-groupe d'items. Quand on regarde une échelle comme le NPI, qui a, je crois, une centaine d'items, si on les additionne tous et qu'on voit une moyenne, peut-être qu'on n'aura rien. Parce que le médicament, comme je le disais dans ma présentation initiale, peut-être quelques effets indésirables sur certains troubles du comportement, mais quelques effets favorables sur d'autres troubles du comportement. Cela n'a absolument pas été étudié à ma connaissance. Donc je pense qu'il faut vraiment faire des analyses au cas par cas et rentrer dans les items pour savoir sur quels items tel médicament est efficace. Et c'est peut-être pas la même chose pour tous les médicaments. Merci beaucoup. Je reviens à ces effets indésirables. Évidemment, tout le monde souhaite, et la vice-présidente de la commission l'évoquait, que ceux qui sont évitables ne se produisent pas. On voit bien qu'on peut peut-être émettre quelques recommandations pour les favoriser. Non pas les effets, mais la disparition de ces effets évitables. Mais je trouve que dire en présence d'effets indésirables cardiaques, gérons-les, je ne suis pas sûr que ça suffise à rassurer la commission, parce que la gestion des effets indésirables n'aboutira pas à leur disparition. Ces médicaments ont-ils, oui ou non, été l'objet de publications en termes de mortalité? Il me semble que oui. Qu'en pensez-vous? Faites de gérer, Monsieur Duboc, vous qui êtes professeur de cardiologie, est-ce que le fait de dire il y a des effets indésirables, mais gérons-les et cela va nous rassurer, est-ce que ça va nous rassurer? Non, enfin, au tout début, moi, on a été confronté à ces problèmes très tôt, et puis on croyait que c'était plus efficace que le constat actuel. Eh bien, on était assez souple et on surveillait bien les patients, et manifestement, quand le PR s'augmentait un petit peu, on arrivait à gérer, on diminuait les doses. Maintenant, c'est vrai qu'on est un petit peu plus en retrait, nous, enfin cardiologues, quand on nous demande notre avis, parce qu'on a l'impression que ces médicaments, ils ne marchent pas beaucoup, et donc ce n'est pas la peine de prendre un risque aussi mineur soit-il. Mais maintenant, si on nous dit c'est finalement parce que
les études, elles n'ont pas été bien faites, elles ne sont pas bien faites. Il y a quelques patients qui peuvent quand même bénéficier du traitement et que le spécialiste insiste, lui, il marche bien, il est bon répondeur. Et c'est vrai que le PR est à 0,20, 0,22, mais on aimerait bien continuer le traitement. Eh bien, dans ce cas-là, en discutant, on peut, enfin, le terme est mauvais, mais gérer cet effet secondaire cardiovasculaire. Mais ça nous arrive très régulièrement dans tous les domaines, hein. Il y a des anticancéreux, des médicaments qui allongent le QT et qui sont extrêmement cardiotoxiques, mais quand il y a un bénéfice par ailleurs, on essaye, dans chaque cas individuel, d'aider à la prescription. Merci. Oui, non, moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire mon collègue sur les médicaments. Ils ont une utilité pour certains patients. On ne peut pas prévoir ceux qui seront répondeurs ou pas, mais si on fait une évaluation après quelques mois, à ce moment-là, on a les éléments pour juger, hein. Quant aux effets secondaires, moi je me suis déjà prononcé. Je pense qu'il ne faut pas prescrire lorsqu'il y a le moindre risque, évidemment, le moindre risque prévisible. Et effectivement, dans la majorité des cas, ils sont gérables. Merci. Elisabeth. Sur le problème, finalement, je crois qu'on ne m'a pas répondu sur comment. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, j'imagine très bien qu'on veuille voir si on répond ou pas. Avez-vous, oui ou non, des critères pour dire au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, oui, ce malade a répondu à ce traitement et donc je continue encore 6 mois. Et même chose, avez-vous des critères pour dire il n'a pas répondu? Oui, ils existent, oui. C'est clair. À partir du moment où vous considérez que les tests utilisés ont été validés et sont pertinents pour juger d'un domaine précis. Pas dans tous les domaines. Hein. D'accord, donc non mais oui, mais c'est là oui, où ça achoppe parce que finalement vous avez tous dit ça sort pas par exemple sur le comportement, mais en fait en clinique il y en a qui répondent. Oui, oui, ça c'est l'impression des cliniciens. Oui, mais même vous avez dit oui, mais si ça sort pas dans les essais, c'est parce que ça améliore certains trucs et ça en dégrade d'autres. Ouais. Et donc au total ça se voit pas. Mais est-ce qu'en clinique ça va se voir? Qu'est-ce que vous appelez se voir? En fait, pour vous, non, mais un élément qui est positif pour le patient et son Absolument. entourage. Oui, oui, je le pense. Oui. Mais même si ce n'est pas mis en évidence par les tests qu'on utilise. C'est ce que disent les aidants. Non, mais le bénéfice pour le patient, moi je pense qu'il est le bénéfice est quand même plus important pour les aidants, surtout dès qu'on arrive un petit peu à un certain degré d'évolution. Donnez-moi parce que j'ai jamais vu un patient venir me dire, après quelques mois de prescription d'un médicament, « Oh là là, ça m'a transformé, docteur ». Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Oui. Alors, dans l'ordre, François Trémolière, Claude Sichel et Patrice Noni. Non, François Trémolière et Florence Mattoni. Ma question est exactement similaire à celle d'Elisabeth Leca, mais ça revient au fait que vous dites bien, nous voyons des patients qui s'améliorent. Or, il est remarquable que pas plus dans NAIS 2011 que dans les papiers français, le NAIS dit bien qu'il faut arrêter si ça ne marche pas, mais il ne dit nulle part pourquoi ça ne marche pas. Donc il faudrait quand même arriver à officialiser des critères qui permettent de dire ça marche pas. L'évaluation standard gériatrique est un très bon élément de cadrage pour ce problème. C'est-à-dire on doit réévaluer, on fait la prescription, on réévalue son patient 6 mois après, et on voit sur la mémoire, sur les troubles phasiques, sur les troubles praxiques, tous ces éléments permettent de donner un aperçu de l'efficacité ou non. S'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a effectivement aucune raison de les poursuivre. Ce qui est extraordinaire, c'est que pour vous trois, ça a l'air relativement simple. Oui. Et dans la littérature internationale, personne n'a objectivé. C'est une certaine déception, et quand on en parle au laboratoire, je crois dire qu'on va avoir des difficultés, puisqu'un certain nombre de molécules vont passer dans le domaine public et vont être génériquées. Donc je vois mal comment ils vont compléter des études qu'on réclame depuis 10 ans.
Merci beaucoup de cette info. Florence Matonnière. Juste pour rester un petit peu dans le même domaine, dans vos sous-groupes en clinique, puisqu'on n'a pas grand-chose de nouveau avec les études actuelles, en particulier, donc nous, ce qui nous manque le plus pour les troubles du comportement, autant sur la cognition, nous, dans la vie réelle, on s'aperçoit chez les répondeurs d'une stabilisation, mais d'un bénéfice, même s'il est modeste, environ 6 à 24 mois. D'ailleurs, les études ne vont pas au-delà. Est-ce qu'en ce qui concerne purement les troubles du comportement, vous avez aussi cette impression dans vos traitements qu'il y a un échappement au bout de plusieurs mois ou années, et à combien vous la chiffrez? Pour les troubles du comportement en général, je n'ai pas cette impression. Je pense qu'il y a une efficacité qui perdure, même si elle est modeste. Mais bon, ça ne tient qu'à ma propre expérience. Hein. Merci infiniment, Patrice. Mais c'est vrai que dans nos équipes d'évaluation mémoire, nous avons inclus des neuropsychologues qui, on leur demande d'évaluer ces troubles du comportement de façon plus explicite que nous-mêmes, de façon à avoir cette notion. Et on constate effectivement soit une stabilisation, soit en tout cas pas une aggravation notoire. Et en tout cas, une dose de psychotrope, quelquefois, on est obligé quand même de les donner lorsqu'il y a une démence frontale qui s'associe, minime. Donc, le moins délétère possible. Et lorsqu'on arrête ces médicaments, on constate une aggravation des taux de comportement incontestablement. Je le constate fréquemment avec les hospitalisations que je citais tout à l'heure. Immanquablement, on a une aggravation des taux de comportement qui est manifeste. Alors qu'il faudrait là aussi étudier de façon beaucoup plus explicite, beaucoup plus scientifique que l'on le fait que par la constatation purement clinique. Merci beaucoup, Patrick. Non, une toute petite remarque méthodologique. C'est vrai que face à un patient, on est toujours confronté au problème de l'évolution naturelle de la maladie. Et puis aussi, pour les aidants, il y a une hétérosuggestion possible d'un traitement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mesdames, Messieurs, les membres de la Mesdames, Messieurs, les membres de la Commission, avez-vous d'autres questions à poser à nos experts? Oui, Patrick Pierre. Pardon, simple remarque du terrain, là, vous nous donnez un cadrage au bout de 6 mois, réévaluation. Est-ce que dans la réalité, dans la vraie vie, c'est possible? Moi, je suis pharmacien d'officine et au jour d'aujourd'hui, pour avoir un renouvellement au bout d'un an, dans un secteur de 200 000 habitants avec 2 neurologues privés, 4 hospitaliers, une dizaine de gériatres mi-temps, ou peu importe comment ils se partagent le temps, c'est absolument une course pour avoir des renouvellements de prescription. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour que vous puissiez voir la communauté de gériatrie de neurologues suffisamment les patients? Non, mais... oui, incontestablement, le problème que vous évoquez se pose. C'est vrai. Absolument. Bien. Monsieur Oui, Duboc. Juste un petit mot. Il faut effectivement exiger qu'il y ait un suivi correct. Mais vous êtes confronté aussi aux leaders d'opinion en la matière, aux experts alzheimerologues, qui, eux, jusque-là, considèrent que on donne un traitement, il n'y a pas lieu de l'arrêter. C'est ça le discours qu'on entend dans toutes les réunions. C'est que finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'était l'opinion jusqu'à il y a encore quelques années. On peut peut-être revenir là-dessus, mais c'était ça. Et donc on suit. C'est eux les experts. Alors ils disent on institue un traitement. Et le mot, c'est, moi j'ai entendu dire, continuer le traitement, ça mange pas de pain. Mais oui, ça mange du pain. On est d'accord. Bien. Y a-t-il d'autres questions pour nos experts? Oui, Denis. Une toute petite question. Là, on a parlé de l'hétérosuggestion des aidants. C'est vrai que c'est un facteur de confusion. Mais est-ce qu'on n'a pas, dans cette maladie, est-ce que l'aidant n'est pas quelque chose d'important qui intervient beaucoup dans le confort du patient? Et ma question va aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez l'impression que ces médicaments retarde finalement sur un certain nombre de patients une institutionnalisation ou une dépendance plus importante et les retire de ce confort, enfin qui est le plus souvent un confort, d'être en contact avec des aidants proches. Est-ce que vous avez l'impression que si ces médicaments, encore une fois, étaient supprimés, par exemple, sur cet item précis, puisque dans les études, on ne peut pas répondre à cela, et puis vous êtes au quotidien avec ces patients, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a
peut-être plus de patients qui seraient institutionnalisés plus rapidement si ces médicaments étaient retirés, ce qui, en termes pour l'assurance maladie, c'est important aussi de savoir ça. Oui, là aussi, nous manquons d'études sérieuses concernant ce domaine. Je n'ai pas l'impression que ça retarde l'institutionnalisation, parce qu'il ne retarde pas l'évolution vers la maladie d'Alzheimer grave. Mais c'est vrai que cette maladie est assez complexe, puisqu'elle ne met pas en jeu uniquement le patient, elle met en jeu aussi tout son entourage. Et donc, il y a là un rapport qui est toujours un petit peu complexe, et l'institutionnalisation est généralement déclenchée par les troubles du comportement. Là, on n'arrive plus à assumer. Donc, c'est ce qui se passe la plupart du temps, et c'est pour cela que ces médicaments peuvent présenter peut-être un intérêt dans leur action supposée constatée sur l'évolution des troubles du comportement ou leur moindre gravité. Ça peut, dans ce cas, retarder l'institutionnel. Merci. Dernière question, enfin dernière. Je pourrais peut-être pour Elisabeth. Juste une question. Ah, pardon. Non, je ne sais pas, j'avais peut-être un élément de réponse à propos de l'hétérosuggestion. À la limite, considérons que les médicaments d'Alzheimer sont des placebos. Les placebos sont parfois utiles. Donc l'avantage du placebo, c'est qu'il a généralement moins d'effets secondaires. Voilà, généralement, le placebo ne tue pas. Mais quand on voit les études comparatives, on s'aperçoit que les placebos, les groupes placebos ont au moins 30%, voire 50% d'effets indésirables. Ce qui paraît assez curieux, c'est même supérieur aux antalgiques, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas bon de suggérer à l'aidant, là c'est un peu philosophique peut-être ce que vous voulez dire, qu'il se sente mieux, qu'il est efficace peut-être grâce aux médicaments et qu'il donc va réussir à assumer et donc à faire du bien, à prendre soin de son patient. Non, je crois que ce n'est pas de la philosophie, c'est observé, je pense. Merci. Une question à la louche comme ça. Si on disait 6 mois de traitement, évaluation, répondeur par répondeur, combien ça représente combien de la population que vous voyez? Combien y aura-t-il de répondeurs? 20%, 10%, 100%? Tout dépend de la définition que vous avez du répondeur. Et vous avez dit que ça se définissait très bien. Donc Non, oui, répondeurs, ça veut dire ceux qui vont avoir un bénéfice, une amélioration. Mais est-ce qu'on considère aussi ça, c'est les vrais répondeurs. Mais est-ce qu'une stabilisation sur ces 6 mois n'est pas considérée comme aussi une réponse? Ou alors un déclin qui est moins rapide que ce qui était prévu? Moins rapide, on va avoir tout le monde répondeur. Mais c'est pris en compte, ça. C'est pris en compte dans les résultats des analyses. Laure Presta. Oui, il y a une autre façon de poser la question. C'est au bout de 6 mois, quand vous réévaluez les malades, chez combien vous êtes amené à arrêter le traitement parce que vous constatez aucune efficacité? Bon, je crois qu'il ne faut pas structurer les ménages. C'est très simple, hein. On les revoit au bout de 6 mois. Bien. Si on constate une aggravation sans trouble du comportement, on arrête les médicaments. Si les troubles du comportement apparaissent, on les laisse, supposés par leur action sur ces troubles du comportement. Donc c'est ce que je fais personnellement à la consultation mémoire. Donc ça représente à peu près 20% de la population pour lesquels les médicaments n'ont aucune action sur les troubles de la mémoire, sur les troubles praxiques, sur les troubles phasiques, etc. Donc si je constate une aggravation, je ne prescris plus. Mais s'il y a des troubles du comportement malgré cette aggravation, je les laisse. Bien. Oui, monsieur Var. Je voulais revenir sur la prévention possible des événements indésirables et revenir sur ce qu'un des experts a dit sur la dénutrition, ce qu'on connaît de l'état nutritionnel des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'à votre connaissance, l'état nutritionnel ou l'évolution de l'état nutritionnel est pris en considération dans la prescription de ces médicaments? Et en d'autres termes, est-ce que vous êtes amené à arrêter ces médicaments chez un patient en estimant que les troubles digestifs vont être, si ce n'est à l'origine de l'évolution nutritionnelle, en tout cas aggraver cette évolution? Alors ce problème que vous évoquez est extrêmement important, c'est le problème de la nutrition chez ces patients. Il y a quelques études qui démontrent une action sur le poids des patients. Il est bien certain que je ne prescris pas les médicaments dans les études, même minimes qui ont été faites, qui font maigrir les patients. Donc j'arrête ces médicaments lorsqu'il y a un amaigrissement.
parce que le problème de la nutrition est un problème aggravant. La dénutrition est un problème aggravant dans l'évolution de cette maladie. Donc il y a quelques études qui ont été faites, très courtes, hein, je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Mais enfin, lorsqu'un patient est sous une molécule, un anticholestérasique qui maigrit, je l'arrête. Et je passe à autre chose lorsqu'il nécessite. Merci beaucoup de cette réponse. Bien, y a-t-il d'autres que vous partagez? Y a-t-il d'autres questions pour nos experts? Bien, messieurs nos experts, il nous reste à vous remercier infiniment. Nous allons maintenant, dans un deuxième temps, aborder les débats. Nous savions que le problème posé n'est pas facile à résoudre, mais vous nous aurez beaucoup aidés, quoi qu'il arrive. Donc, merci infiniment.